Bien, merci. Merci de m'avoir convié à vos échanges. Euh, Très intéressant. On a parlé notamment ce matin de la science et des scientifiques pendant la guerre. En parlant de diplomatie scientifique, on est plutôt en train de regarder, quoique, mais en train de regarder ce qui se passe quand on n'est pas en guerre, qui sont quand même les périodes les plus longues malgré tout. Donc la diplomatie scientifique ou la promesse d'un monde meilleur. Donc voilà le titre. Et je vais essayer de vous présenter ça en essayant de tenir les délais. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que la diplomatie scientifique au sens où on en parle aujourd'hui, donc il me semble nécessaire quand même de cadrer ça et d'essayer de réfléchir sur, au fond, le message du discours qui s'est installé depuis une quinzaine d'années sur la diplomatie scientifique, qui est justement que la coopération scientifique peut aider, peut apporter un rôle pacificateur dans les relations internationales. Bon. Alors, quand on parle de diplomatie scientifique, on commence généralement par dire, voilà, deux mondes qui sont très différents, qui ont des logiques, des états d'esprit, des valeurs, etc., qui ne sont pas les mêmes. Le monde de la science et des scientifiques, universalistes, etc. Le monde des diplomates, beaucoup plus ancré sur les intérêts nationaux, etc. Bon, je n'insiste pas. Mais la diplomatie scientifique, en fait, se définirait au départ comme les pratiques, le mot important est pratique, des pratiques concrètes, donc qui se trouvent avoir à la fois une dimension de science au niveau international et une dimension diplomatique. Donc quand on regarde cette intersection, alors on a le point de départ de ce qu'est la diplomatie scientifique. C'est un vocabulaire récent qui est apparu il y a une quinzaine d'années, dans les années 2007-2008, et puis surtout il y a un écrit fondateur qui est ce fameux rapport coproduit par la Royal Society, donc l'Académie des sciences britanniques, et l'Association américaine pour l'avancement de la science en 2010, suite à un colloque qui avait eu lieu, et qui a finalement, qui reste aujourd'hui une référence incontournable, un point de départ pour essayer de cadrer, de voir quelles sont les interactions entre ces deux sphères de la science et de la diplomatie. Et alors, ce qui a été identifié dans ce rapport et auquel finalement, malgré les critiques, on continue encore à se référer beaucoup 15 ans après environ, c'est qu'il y a donc une première dimension qui est la diplomatie pour la science, donc c'est de savoir comment les appareils diplomatiques peuvent contribuer à développer les relations scientifiques internationales. Ça passe par des accords scientifiques entre gouvernements, ça passe par des appuis que les chercheurs peuvent obtenir de la part des ambassades lorsqu'il y a donc des projets de recherche internationaux. Je pourrais développer ça. J'ai pris ici l'exemple de ITER, donc le fameux réacteur thermonucléaire expérimental international qui est en cours de construction en ce moment à Cadarache. C'est une idée qui vient de la tête des scientifiques, mais qui n'aurait jamais fonctionné si, un, Gorbatchev n'en avait pas parlé à Reagan, et deux, si la communauté des États les plus puissants ne s'était pas organisée pour finalement trouver des solutions de financement, d'organisation, de gouvernance, et donc des solutions diplomatiques. Bon. La diplomatie pour la science. On a ensuite la science pour la diplomatie, c'est peut-être l'aspect le plus, disons, controversé, c'est de voir comment l'activité scientifique peut avoir une valeur diplomatique, peut avoir un intérêt diplomatique, peut apporter quelque chose à la politique étrangère des États. J'ai pris ici l'exemple du discours du Caire de Barack Obama, qui est très souvent cité dans la littérature sur la diplomatie scientifique. En 2009, il a été élu un an avant. Il y a eu la guerre en Irak, on connaît le climat désastreux, l'image désastreuse des États-Unis qui en résulte. Il veut faire son reset de la politique internationale. Il va, entre autres, au Moyen-Orient. Il prononce un discours qui a été assez marquant. Il le prononce d'ailleurs dans une université. C'est assez intéressant. Et dans son discours, notamment, il annonce qu'il va envoyer des émissaires de la science vers les pays arabo-musulmans. Donc, pour essayer de renouer des contacts et de faire en sorte que par la science, finalement, ça soit une main tendue en direction d'une catégorie de pays avec lesquels les relations avec les États-Unis sont déplorables à cette époque-là. Voilà. Et donc ce programme, les Science and Voice d'Obama, il continue aujourd'hui. Il n'avait pas d'ailleurs été annulé, ce programme, par Trump, premier mandat. Il a continué. Donc des scientifiques de très haut niveau sont allés, rapportant directement au président pour nouer des contacts avec leurs homologues dans les pays en question. Donc ça, c'est la science, un exemple de l'utilisation de la science pour faire avancer des objectifs diplomatiques, de resserrer des liens dans cet exemple. Mais il y a eu d'autres situations, je pourrais les commenter. Et puis en troisième lieu, la science dans la diplomatie. Alors là, on est dans le domaine
l'expertise scientifique, le conseil scientifique aux politiques internationales concernant les grands enjeux mondiaux, le climat, la réduction de la biodiversité, les problèmes de sécurité, les pandémies, tout ce qu'on veut bien. Et là, j'ai pris l'exemple du groupe de travail du GIEC, évidemment. Donc, voilà. Donc, comment est-ce que la communauté scientifique peut aider à la formulation des politiques internationales et notamment à l'alimentation des négociations dans les arènes internationales? Donc, c'est la science dans la diplomatie. Il y a eu une taxonomie, alors ça c'est 2010, et il y a un deuxième point de repère important dans ce qu'on peut appeler la littérature, eh bien, c'est en 2017, une taxonomie qui se propose d'être une taxonomie alternative, qui a été d'ailleurs proposée par quatre auteurs qui ont tous la même caractéristique, c'est d'être des scientifiques qui sont ensuite devenus des conseillers auprès soit du chef du gouvernement de leur pays, soit du ministre des Affaires étrangères de leur pays, tous les quatre de pays différents. Et ils mettent l'accent, eux, là, sur les intérêts, en disant, bon, quand on veut parler de diplomatie scientifique, il faut savoir quels sont les intérêts qu'on poursuit et pas seulement regarder les interactions entre les deux sphères. Eh bien, ils disent ce sont des actions conçues pour répondre aux intérêts et besoins nationaux d'un pays. Première chose. Deuxièmement, conçues pour répondre aux intérêts transfrontaliers. Quand il y a des questions qui se posent, comme par exemple gérer un bassin fluvial, gérer des ressources souterraines qui sont sur plusieurs pays. Donc il y a de la science là-dedans, mais il y a aussi besoin de s'entendre et donc de négocier et de faire de la diplomatie. Bon. Et puis les actions principalement conçues pour répondre aux besoins et défis mondiaux. Là, vous retrouvez la science dans la diplomatie, le lien avec entre sciences ou conseils ou expertise scientifique et grands enjeux mondiaux. On peut se demander pourquoi ça arrive maintenant, cette idée. Parce que quand les historiens entendent ça, ils se disent, mais attendez, on connaît ça depuis longtemps, nous, le fait qu'il y ait des relations entre les intérêts scientifiques ou les avancées scientifiques et technologiques et les intérêts de politique étrangère. On connaît ça depuis très longtemps. Le vocabulaire est nouveau. La chose ne l'est pas, mais le vocabulaire est nouveau et permet de mettre l'accent peut-être sur une situation qu'on n'avait pas auparavant. Alors, c'est vrai qu'on peut isoler ces trois raisons qui font qu'on parle de diplomatie scientifique maintenant. Il y a un intérêt qui est porté aux biens publics mondiaux, environnement, santé, sécurité. Ça a été rappelé ce matin dans l'un des exposés, enfin, c'est à partir des années 60, 70. Je ne parle pas des pandémies où les problèmes de santé mondiale sont présents depuis très, très longtemps. Mais les problèmes d'environnement et puis plus récemment d'autres grands enjeux mondiaux sont arrivés à la conscience collective, si l'on peut dire, finalement à la fin du siècle précédent, plutôt. Donc c'est relativement récent. L'idée de soft power également est là. Le soft power, c'est cette idée qui émerge après la guerre froide, comme quoi les pays, lorsqu'ils veulent exercer du pouvoir les uns sur les autres, n'ont pas seulement à s'en remettre à des techniques ou des pratiques qu'on appelle le hard power, qui sont plutôt des pratiques de domination par le militaire, par l'économique, mais qu'on peut être aussi plus subtil et plus influent par d'autres manières. La science, la culture, le sport, que sais-je, enfin voilà. Bon. Et la science est une bonne candidate finalement à l'exercice du soft power par les États, en raison des valeurs universelles, de l'image, d'intérêt général que la science véhicule. Donc là aussi, il y a un contexte qui permet de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui plus de diplomatie scientifique qu'hier. Et puis, troisième chose, les évolutions de la diplomatie elle-même. On n'est plus dans un modèle ancien où finalement les ministères des Affaires étrangères avaient un quasi-monopole au fond de la relation avec les autres pays. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle dans la littérature la new diplomacy, c'est-à-dire qu'il y a un rôle beaucoup plus important qu'autrefois qui est accordé aux acteurs non gouvernementaux, que ce soit les entreprises, que ce soit des ONG, que ce soit justement des universités, que ce soit des centres de recherche, etc. Et là aussi, ça ouvre une avenue finalement pour la communauté scientifique pour avoir davantage de place dans les décisions diplomatiques. Alors, ça c'est la promesse finalement, parce que ce que je vous dis là, c'est le discours, on va dire, j'appelle moi le discours dominant, celui qui est arrivé à partir des écrits dont je vous ai parlé. La diplomatie scientifique permettrait, et c'est encore une fois très net dans le discours, d'améliorer les relations internationales, de faire face plus efficacement aux enjeux mondiaux, avec deux leviers privilégiés qui sont la coopération scientifique internationale et puis l'éclairage que la science peut donner dans la formulation des politiques au niveau international. Donc il y a un message, si vous voulez, avec le discours de la diplomatie scientifique apporte un message qui est un message qui se veut positif, qui est un message de construction de la paix. Quand vous lisez des choses sur la diplomatie scientifique telle qu'elle est ordinairement présentée, vous avez, dans la littérature qui est essentiellement en anglais, le mot « peace building »,
revient tout le temps, building bridges, etc. revient tout le temps. Les scientifiques auraient cette capacité, parce qu'ils travaillent au niveau international, parce qu'ils sont habitués à s'entendre, bref, à dialoguer par-delà les frontières. Les scientifiques, la communauté scientifique aurait cette capacité à apporter quelque chose dans l'ordre international, dans l'organisation des relations politiques internationales. C'est la promesse, c'est ça la promesse. Hein. Alors, en fait, bon, je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais il faut quand même, je précise une chose, diplomatie scientifique et coopération scientifique internationale, ce ne sont pas des choses synonymes. Hein. Mon schéma est vraiment très simpliste, mais enfin, bon, là, vous avez une intersection, ce qui est ce dont je parle, le point de départ, l'intersection de ce qui est à la fois scientifique et diplomatique, mais vous avez comment dire, des pratiques de la coopération scientifique qui ne mettent pas en jeu des intérêts diplomatiques, qui ne mettent pas en jeu des intérêts nationaux. Si cette université, nous sommes, passe un accord avec une homologue, et elle le fait bien évidemment, il y a des dizaines et des dizaines d'accords, en Allemagne, au Brésil ou que sais-je, bon, voilà, c'est de la coopération scientifique, ça permet des échanges de chercheurs, des choses comme ça. Il n'y a pas forcément d'intérêt diplomatique en jeu. Bon. De l'autre côté, vous pouvez avoir des opérations qu'on peut ranger dans la diplomatie scientifique qui ne sont pas du tout de la coopération. Je pense aux politiques d'attractivité que notre pays met en place avec l'aide de ses ambassades, donc c'est du diplomatique, pour faire venir des chercheurs étrangers, pour faire venir des doctorants étrangers, pour faire en sorte qu'ils viennent chez nous plutôt que chez les voisins. Donc c'est une démarche compétitive, ce n'est pas une démarche coopérative, c'est unilatéral. Ça touche à la diplomatie, ça touche aux relations scientifiques internationales, mais ça n'est pas de la coopération. Hein. Donc on ne doit pas confondre les deux. Alors cette approche dominante, elle a des inconvénients. Alors j'entre dans un volet un peu plus critique. Hein, quand on essaye de prendre un peu de recul, on se dit, bon ben voilà, c'est intéressant, mais on laisse de côté un certain nombre de choses. On sait très bien que les sciences et les techniques peuvent être utilisées comme instruments de pouvoir, de compétitivité. On a eu des illustrations toute la journée. Les politiques d'attraction, je viens d'en parler. Que se passe-t-il dans les relations Nord-Sud? Le discours dominant fait abstraction. C'est un discours du Nord, le discours dominant sur la diplomatie scientifique. Bon. Et puis, quid de ces pratiques qui sont quand même assez particulières, qui peuvent s'opérer sous couvert diplomatique? Je pense au renseignement. Hein, le renseignement, mot poli pour espionnage, scientifique, industriel. Bon, ça se passe sous le couvert des ambassades. C'est pas coopératif du tout. Voilà, bon. Alors, ceci donne à penser que finalement, on a peut-être, je dirais, pour résumer tout ça, deux façons de comprendre la diplomatie scientifique en termes de définition à retenir. On peut prendre une définition large. Et la définition large, c'était ce dont j'étais parti en disant, au fond, on regarde toutes les pratiques où vous pouvez identifier qu'il y a un intérêt de relations scientifiques internationales et un intérêt diplomatique pour au moins un pays. Toutes les pratiques ayant une dimension scientifique et technologique et une dimension diplomatique. Et donc là, c'est la diplomatie scientifique, quelles que soient ses finalités, quels que soient ses objectifs, coopérer, être compétitif, être influent ou pas, bon. Et puis vous pouvez, dans cet ensemble large, isoler un sous-ensemble et de dire, ah oui, mais on peut ne regarder que ces pratiques qui visent à améliorer l'ordre international. Et ce sous-ensemble, ce noyau que vous avez au milieu, c'est la diplomatie scientifique dans son sens mainstream, dominant, celui qui est apparu dans les années 2010. On ne regarde que ce qui va dans le sens du bien, tout ce qui peut améliorer l'ordre mondial. Pacifier les relations internationales, la coopération scientifique le permet-elle? Nous allons en parler. Et puis, avoir les meilleures politiques en mettant le meilleur savoir scientifique disponible dans les négociations internationales. Avec ça, on peut pacifier l'ordre mondial. Donc là, donc là, les pratiques de coopération sont évidemment centrales. Dialogue, donc coopération, etc. Bon. La diplomatie scientifique, au sens historique, tel que le vocabulaire apparaît il y a une quinzaine d'années, c'est le cercle intérieur, c'est le sous-ensemble qu'il y a le plus petit des deux. La définition large, qui est de plus en plus acceptée, que les académiques qui s'intéressent au sujet acceptent tous, que les politiques acceptent peut-être moins. La définition large, eh bien, c'est la définition finalement qui va prendre en compte toutes les pratiques, quelle que soit leur finalité, coopérative ou compétitive, que ça réponde à des objectifs d'attraction, d'accès à des ressources étrangères, à des objectifs d'influence. Pour terminer, peut-être pour
pour peut-être clarifier encore plus, on a deux façons finalement d'entrer dans les questions de diplomatie scientifique. On peut prendre deux portes d'entrée qui finalement vont se rejoindre. Soit on prend l'approche étatiste par le biais des intérêts nationaux, soit on prend une approche qui est directement mondiale, que j'appelle l'approche mondialiste. On va dire qu'il y a des grands enjeux mondiaux, c'est ça d'abord le sujet. Et dans le premier cas, eh bien, le but, c'est une diplomatie scientifique qui permet de défendre et de promouvoir des intérêts nationaux. Dans le deuxième cas, c'est très différent. L'objectif, c'est de résoudre, de tenter de résoudre des problèmes mondiaux. L'approche étatiste, c'est la diplomatie traditionnelle qui est centrée sur l'État. L'approche mondialiste, elle est différente, elle est davantage portée par les scientifiques, elle est complètement nourrie par le discours scientifique. L'approche étatiste est un sous-ensemble de la politique étrangère, comme vous allez avoir une diplomatie culturelle, une diplomatie économique, etc. Bon, par exemple. Tandis que l'approche mondialiste, elle met davantage l'accent sur les intérêts communs de l'humanité, sur la gouvernance des intérêts communs. Et la gouvernance, c'est de la diplomatie, mais au niveau multilatéral. Enfin, maintenant, si on veut faire des rattachements idéologiques, peut-être on est davantage du côté du réalisme dans les approches étatistes, davantage du côté de l'universalisme, voire de l'idéalisme de l'autre côté. Alors maintenant, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, il m'est venu à l'idée d'observer un certain nombre d'écrits qui ont été produits et qui se rattachent à cette problématique-là. La question de la diplomatie scientifique tient-elle ses promesses? Est-ce que la coopération scientifique entre pays, lorsqu'elle s'organise, est-ce que véritablement ça peut améliorer l'ordre politique international? Est-ce que ça peut aider à construire la paix? Alors, dans le passé, guerre froide, ou dans le présent, on a différentes situations et je les ai regardées les unes après les autres. Alors, pêle-mêle, on va pouvoir trouver peut-être à gauche, voilà, la diplomatie du vaccin pendant la guerre froide. On dit, voilà, on est dans les années 50, c'est pas la détente, c'est la tension, une période de tension entre l'Ouest et l'Est, l'URSS, etc. Ça n'empêche pas la coopération scientifique. Voilà, donc il y a cet exemple, si vous voulez, d'Alexander Sabin, qui est un virologue américain qui a mis au point un vaccin oral contre la poliomyélite. Et pour différentes raisons, il n'a pas la possibilité de tester ce vaccin aux États-Unis. Il trouve cette possibilité en URSS. Et donc, on va avoir cette coopération pendant la guerre froide entre États-Unis et URSS. On a la première conférence Pugwash, Science and World Affairs. Science and World Affairs, ça pourrait être une façon de dire diplomatie scientifique, peut-être. Bon. Suite au manifeste Einstein-Russell de 1955, en 1957 se réunissent pour la première fois un certain nombre de scientifiques de l'Est, de l'Ouest, et puis c'est le début du mouvement Pugwash, qui existe toujours, qui a eu le prix Nobel de la paix il y a presque une vingtaine d'années. Bon, voilà. Donc un exemple de scientifiques qui travaillent pour la paix. Le projet test Apollo-Soyouz, qui a été très largement médiatisé, 1975. Alors là, on est dans la phase de détente des relations URSS-États-Unis, et ceci rend possible ce projet qui montre que finalement, le discours va chercher à exploiter cet exemple-là en disant, voilà, regardez, grâce aux sciences, aux techniques, grâce à des efforts communs pour faire avancer la connaissance, le progrès, etc., eh ben, on peut passer par-dessus les oppositions politiques ou idéologiques. Et donc, c'est à mettre à l'actif ça serait à mettre à l'actif de la diplomatie scientifique. Nixon en Chine, premier voyage en 1972. Il n'y a pas de relation diplomatique encore entre la République populaire de Chine et les États-Unis. Ça ne viendra qu'en 1979. Le premier accord scientifique aura lieu en 1977. Bon, et dans cette première visite, Nixon, conseillé par Kissinger à l'époque, eh bien, va mettre en bonne place dans les conclusions la préparation d'un accord scientifique entre Américains et Chinois. Collaboration, on est au XXe siècle maintenant, vous reconnaissez Obama, Raúl Castro, on est à Cuba. Obama veut renouer les liens, veut dégeler les relations avec l'île de Cuba. Et en particulier, la science va être également mise en avant en disant, voilà, on s'entend déjà pour des questions de science, notamment dans la conservation des milieux marins, mais pas seulement. Et donc c'est un autre exemple
de pays en tension, mais malgré tout, où la science peut tenter d'avoir une place. On a l'exemple de la diplomatie des volcans. Là, on est en Corée du Nord, hein, le pays peut-être le plus fermé. Et néanmoins, il y a des coopérations dans le domaine de la volcanologie avec des pays occidentaux, notamment avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, pardon. Et puis, il y a le fameux exemple de Sésame. Sésame, c'est le mini CERN qui est installé depuis 2017, qui fonctionne depuis 2017 en Jordanie. Hein. Bon, c'est une infrastructure de recherche qui sert à des physiciens de physique fondamentale, physique de la matière, etc. Bon, avec un tour de table qui est quand même très intéressant. Vous avez Israël, mais aussi l'autorité palestinienne. Vous avez l'Iran, vous avez le Pakistan, vous avez la Turquie, vous avez la Jordanie. L'Union européenne est observateur. Enfin bon. Et donc, ce synchrotron créé là-bas. Et vous voyez le titre ici de cet article, mais bon. Est-ce que ça peut apporter la paix au Moyen-Orient? Les chercheurs sont capables de s'entendre. Des pays qui s'opposent sur tout sont capables, malgré tout, de se mettre d'accord pour créer ensemble une infrastructure de recherche. Voyez-vous, là aussi, il y a un message d'espoir qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces exemples? Bon, d'abord, se demander pourquoi des pays qui sont en opposition politique coopèrent malgré tout. La réponse immédiate, c'est de dire, bah oui, mais ils ont quand même un intérêt à le faire. Alors l'intérêt, ça peut être un intérêt scientifique partagé. USA, Cuba, les milieux marins intéressent les deux pays de près. Les maladies tropicales, la médecine clinique, bon voilà. Relations scientifiques entre Ouest et Corée du Nord, l'intérêt scientifique, c'est la volcanologie. Ils peuvent avoir, ces pays, des besoins complémentaires. Donc le vaccin oral contre la polio, ça je l'ai dit, hein, l'un a le vaccin mais n'a pas les populations pour le test. Donc voilà. Apollo-Soyouz, on avait aussi mis en avant à l'époque qu'il y avait des intérêts complémentaires, notamment l'Union soviétique cherchait à trouver des solutions technologiques qu'elle n'avait pas forcément en main. La Chine, lorsqu'elle renoue ses liens avec les États-Unis, quelques années après la révolution culturelle, a toujours besoin de reconstruire ses infrastructures de recherche, donc la coopération peut aider à cela. Donc il y a des besoins complémentaires. Mais il y a aussi surtout des motivations politiques, parce que dans ce que je viens de donner ici, on ne voit pas trop quel serait l'intérêt des États-Unis en Chine ou en URSS. Non, l'intérêt politique, ça va être d'ouvrir, de maintenir des canaux de communication. C'est ce que fait Obama quelques années plus tard avec ce fameux discours du Caire. Ça peut être d'exprimer une bonne volonté, mettre en valeur ses réalisations. Ça, c'est Apollo-Soyouz, etc. Bon, je passe assez vite. Ce que l'on voit quand on examine tous ces exemples, c'est que la coopération scientifique en pays qui ne sont pas des pays amis, c'est bien les cas que j'étudie ici, elle est très sensible à la qualité de la relation politique. C'est le politique qui donne le feu vert. Ça ne peut pas marcher autrement. Imaginez que le projet Apollo-Soyouz, par exemple, qui a mis 4 ans ou 5 ans à être préparé, ça n'aurait jamais pu marcher s'il n'y avait pas eu un accord au départ des gouvernements au plus haut lieu pour que, en effet, les scientifiques, les ingénieurs se rencontrent, etc. Bon. Et en ce sens, peut-être que l'on peut penser que les échanges scientifiques sont une conséquence, un accompagnement d'un processus de réchauffement, de rapprochement, de détente, et non pas une cause. Hein. J'insiste là-dessus parce que assez souvent, si vous voulez, le problème avec la diplomatie scientifique, c'est que c'est un petit peu quelque chose qui brille et qui peut donner l'illusion qu'il y a des solutions presque miraculeuses qui arrivent. On a tendance peut-être parfois à enjoliver le discours. Si on regarde d'un peu plus près, avec un peu plus finalement de sens critique, bon, comme il a été dit, la science a été un baromètre de la détente. Un baromètre, c'est quelque chose qui mesure un degré de détente, mais qui ne fabrique pas en soi la détente. Alors, on aurait finalement si on catégorise 3 scénarios possibles pour ces différents cas, et je suis vraiment passé trop vite. Bon, la coopération scientifique, il y a des situations où elle n'a aucune influence sur les tensions et les conflits internationaux. Alors, malheureusement, je mettrai Sésame ici. Ah oui, on ne voit pas bien comment finalement la bonne entente ou le fait que des chercheurs de pays qui s'affrontent de manière sanglante puissent travailler ensemble dans les mêmes bâtiments, on ne voit pas trop comment ça peut transférer à l'extérieur. Voyez-vous ? Bon. Même chose pour la vulcanologie. Enfin bon, ça reste vraiment très confiné à la science et ça ne déborde pas sur le politique. Bon. Un scénario 2, ça serait de dire qu'il y a des situations où la coopération scientifique, eh bien, elle trouve sa place dans un processus de rapprochement, de réchauffement diplomatique. Ça, je vais donner quelques exemples.
Donc c'est différent comme situation, hein, c'est différent. Et dans ce scénario numéro 2, c'est intéressant parce que les scientifiques ont un rôle. On le montre sur la Chine, on le montre avec l'URSS, hein, bon, avec la relation USA-URSS. Les scientifiques ont été utilisés, avec l'accord de leur gouvernement, comme des précurseurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les contacts scientifiques ont anticipé, ont précédé, finalement, la formalisation diplomatique d'une entente, d'un accord, etc. USA-Chine, USA-Cuba, on le voit très nettement. Les échanges scientifiques sont du bon côté de l'agenda. J'ai mis ça entre guillemets. C'est une expression qui m'a été soufflée par un conseiller scientifique que j'interrogeais. Je trouvais que c'est en Russie. Donc, voilà, bon. Être du bon côté de l'agenda, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde les questions de science, de coopération scientifique, on est quand même dans cette idée qu'on est plus en retrait du politique. On n'est pas en apesanteur. Hein, on a vu ce matin, enfin, je veux dire, la politique est partout dans l'activité scientifique. Mais quand même, on a quand même un espace disons, de vie sociale qui est plus en retrait par rapport aux enjeux politiques que d'autres. Hein. Et donc, être du bon côté de l'agenda, c'est ça que ça veut dire. Hein. Entre 2014 et 2022, l'Union européenne et l'Ouest ont appliqué des sanctions économiques contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée. Pas de sanctions scientifiques. Donc être du bon côté de l'agenda. Bon, après 2022, ça a changé. Hein. Mais voilà. Donc, lorsque les relations entre deux pays se durcissent, les échanges scientifiques sont en général les derniers à être éliminés, à être impactés. Lorsqu'on veut reprendre un processus de rapprochement, les diplomates, les politiques sont assez tentés de faciliter, de prendre la science pour aider la science un petit peu comme une forme disons, d'avant-garde. Bon. Et puis le scénario 3, alors je crois que c'est assez intéressant parce que les scientifiques, en fait, d'après ce que j'ai pu examiner, quand est-ce que les scientifiques sont les plus influents ou peuvent avoir les meilleures chances d'être influents sur les relations internationales? Ben, c'est quand ils sortent de leur rôle de scientifique, quand ils ne se limitent pas à leur rôle de scientifique. C'est ce qu'on appelle la track 2 diplomatie, la diplomatie parallèle en quelque sorte, la diplomatie itinéraire bis ou parallèle de la diplomatie. J'ai donné ici des exemples. Alors j'ai mis en bas évidemment les conférences Pugwash. Là, c'est très, très largement documenté. C'est très difficile de savoir quelle est l'influence. Comment mesurer l'influence? Comment savoir si des échanges scientifiques ont véritablement pesé sur les décideurs politiques dans le sens de la paix, dans le sens de la pacification? C'est très difficile à mesurer. Il faut des études de cas historiques précises, fines, de travail d'archives et des choses comme ça. Bon, néanmoins, il est quand même reconnu et admis et documenté qu'en effet, le mouvement Pugwash a pu jouer ce rôle. Et là, les scientifiques sont sortis de leur rôle de scientifiques. C'est-à-dire qu'ils sont des scientifiques pour la plupart dans ce mouvement, mais ils vont faire autre chose. Ils vont en effet entrer en dialogue avec des décideurs. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Oui, alors je voudrais terminer là-dessus quand même, parce qu'il me semble que c'est en rapport avec notre sujet. Voilà, on va venir à des questions plus actuelles. Aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique troublé, ça a été dit, rappelé, enfin, tout le monde voit ce dont il s'agit. Hein, l'ordre mondial qui est né de l'après-guerre, il est contesté. Il y a une montée de l'anti-occidentalisme dans beaucoup de régions du monde, les rivalités technologiques, Chine, États-Unis, mais pas seulement, sont présentes. Et alors, le discours de la diplomatie scientifique, il est à la recherche peut-être d'un nouveau paradigme. En tout cas, il évolue. Ce sont les discussions actuelles, hein, entre tous ceux qui s'intéressent au sujet. C'est sur la table. Et qu'est-ce que vous voyez revenir comme expression assez souvent? Ben voilà, vous voyez, il y a les like-minded, les pays like-minded, c'est nous, l'Ouest. Et puis, il y a les non-like-minded, les autres, le reste. Bon. Donc, la sphère occidentale versus... voilà. Alors, comment est-ce que la diplomatie scientifique trouve sa place là-dedans? Si je regarde seulement les choses du point de vue occidental, hein, ce qui est déjà depuis quelques années discuté, c'est cette idée. La diplomatie scientifique doit cesser d'être naïve. Ben, si vous cessez d'être naïf, ça veut dire que vous êtes en train de reprendre du recul par rapport à cette promesse, à ce message généreux, hein, de la diplomatie scientifique comme pacificatrice possible du monde. La diplomatie scientifique doit apprendre
langage de la réalpolitik. Voilà ce que nous lisons, hein. C'est-à-dire aller vers une utilisation stratégique des relations scientifiques internationales et donc éventuellement s'écarter des objectifs ou des pratiques de coopération. La Commission européenne, voilà son mantra dans les écrits actuels, « as open as possible, as close as necessary ». Bon. Sont documentés également les risques de la coopération scientifique avec des non-democracies par rapport à ce document que je cite, c'est-à-dire d'autres pays. On met en avant les risques d'ingérence, bien évidemment, de vol de propriété intellectuelle. On met souvent la Chine au banc des accusés, mais pas seulement. Enfin voilà, donc vous connaissez ces choses-là. Dans tous les laboratoires de recherche en France, je pense qu'on est maintenant sensibilisé. Alors, vu du côté occidental toujours, l'orientation aujourd'hui, et elle est affirmée par exemple parce que la communauté européenne est en train de revoir complètement son agenda de diplomatie scientifique. Après avoir fait travailler plus d'une centaine d'experts pendant quelques mois, à la fin de l'année, donc dans un mois à peu près, le nouvel agenda de diplomatie scientifique de l'Union européenne va sortir et il milite complètement pour une utilisation stratégique de la diplomatie scientifique. Bon. Ça veut dire quoi une utilisation stratégique? Ça veut dire par exemple qu'on dit clairement, bon, on va choisir ses partenaires, on travaille avec certains et pas avec d'autres. Ou quand on travaille avec d'autres dont on se méfie davantage, alors on met des conditions beaucoup plus fortes qu'auparavant. On cesse d'être naïf. La coopération scientifique, du côté occidental et notamment européen, elle est utilisée comme vecteur de promotion des valeurs européennes et occidentales. Bon, je pourrais développer ce point, mais je n'aurai peut-être pas le temps. On est dans une forme de guerre idéologique. Pourquoi il y a des débats sur la liberté académique qui sont présents partout? Parce que la liberté académique recule dans beaucoup d'endroits, et pas simplement dans les pays auxquels on pense habituellement. Elle recule également aux États-Unis, nous le savons. Bon. Mais mettre en avant la liberté académique, quand l'Union européenne re-signe un contrat, un accord scientifique et technologique avec l'Inde, avec la Chine, avec d'autres pays, grands pays tiers, les conditions sont posées, les conditions qui sont des valeurs européennes qu'il faut respecter, égalité de genre, etc. Bon. L'arsenalisation des échanges scientifiques. L'arsenalisation des échanges scientifiques, c'est comme ça qu'on parle de la weaponization, comme disent les Anglais. Bon, utiliser la coopération comme une arme. Évidemment, on a l'exemple, je dirais, merveilleux, entre guillemets, merveilleux pour l'observateur et le chercheur, pas merveilleux pas pour le chercheur, bien sûr. Les sanctions scientifiques contre la Russie. Vous savez très bien que nous avons suspendu depuis février 2022, nous, pays européens, pays occidentaux, tous les accords officiels, toutes les relations officielles d'échange scientifique avec la Russie et la Biélorussie, accessoirement. Bon. C'est ça l'arsenalisation. Vous êtes aux antipodes du mot d'ordre initial, généreux de la diplomatie scientifique, laquelle disait il faut coopérer scientifiquement, parce que c'est bon, ça va améliorer les relations internationales. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Mais il ne faut pas coopérer. Il ne faut pas coopérer parce que, on ne dit pas vraiment pourquoi. J'ai regardé de près les choses, mais parce qu'on a un alignement sur les intérêts de politique étrangère. D'une certaine façon, les coopérations scientifiques contre la Russie, c'est une forme extrême de ce que j'ai appelé au début la science pour la diplomatie, la science pour des objectifs de politique étrangère. L'objectif de politique étrangère, c'est d'isoler la Russie, eh bien on l'isole aussi avec la science. Bon. Donc c'est un autre cas d'utilisation stratégique. Et ce qui fait que quand on parle, on était sur un discours qui partait de la coopération, qui ensuite est devenu plus critique en disant il y a la coopération et il y a aussi la compétition dans la diplomatie scientifique, et bien maintenant il faut ajouter conflit. Et c'est peut-être ça qui caractériserait finalement le continuum coopération, compétition, conflit, qui caractériserait l'état présent de la compréhension de la diplomatie scientifique telle que on peut l'avoir notamment en Occident. Voilà, j'ai terminé.